Nous avons ce soir avec nous Sidiki Bakaba, qui a interprété le magnifique personnage de Pays dans le film. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous ce soir. Et oui, je voulais commencer en parlant peut-être du tournage du film. Parce que, donc en fait, c'était Conte de Terreur est sorti en 1988, tourné 2 ans auparavant. Et c'est un unicum en termes de processus de création et de production, parce que c'est le premier film africain qui est entièrement africain en termes de production et de réalisation. C'est-à-dire que c'est une coproduction Sénégal, Algérie, Tunisie, donc un exemple de coproduction sud-sud. Et aussi le personnel technique est entièrement africain. Et ce qui était un unicum à l'époque. Donc je voulais vous poser la question. Et le film a été tourné aux alentours de Thiaroye même. Donc quels sont vos souvenirs de tournage? Comment c'était passé? Comment était l'ambiance sur le plateau? Si vous pouviez nous en dire un peu plus. Je vous remercie déjà d'avoir été patient, d'avoir attendu pour voir ça, parce qu'effectivement, on ne cessera pas de rendre hommage à ceux qui ont vécu l'histoire elle-même telle que c'est, et que je continue à dire qu'ils sont là, ils sont autour de nous, ils ne sont pas morts. C'est pas possible que vous voyez tel que c'est. Et il est inimaginable que des gens qui vivaient pratiquement en frères, qui avaient été dans un pays qui était leur pays, parce que finalement, ils ont été engagés pour se battre pour la France, qu'ils considéraient pour eux d'ailleurs comme leur pays. C'est-à-dire qu'ils se battaient comme s'ils se battaient pour leur pays. Nous étions encore, c'était l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc, vous voyez, ça a imaginé que lors de ce tournage, nous nous sommes retrouvés. J'étais ivoirien, et il y avait un autre ivoirien, sénégalais, congolais, Tchad, comment ça s'appelle, nigérien et autres. En fait, quand on disait tirailleurs sénégalais, ce n'était pas que des Sénégalais, on les appelait tirailleurs sénégalais, mais il y avait des Sénégalais bien sûr. L'équipe que nous étions, madame vient de vous le dire, c'était africain, à 100%. Le casting, Sembène Ousmane, pour des raisons de fidélité un peu à la reconstitution, il a pris des comédiens venant d'un peu partout de ces pays-là, pour la raison que, bon, beaucoup d'entre vous ne peuvent pas voir ces nuances, c'est que le petit français, comme on disait, ou le petit nègre, comme certains l'ont dit, ou le français avancé, comme nous on le disait en Côte d'Ivoire, tous avec humour, et était très différent d'un pays à l'autre, parce que c'est de s'emparer du français, de la langue française, et d'en faire sien, de s'en saisir et exprimer comment on se parlerait dans nos différentes ethnies. Donc, pour cette authenticité, Sembène a voulu que ce soit ça, d'une part. D'autre part, parce qu'il voulait que chaque pays africain qui recevait ce pays et ce film s'y retrouve. Et quant à l'équipe technique, vous avez vu, il y avait l'Algérie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et le Sénégal. Le montage s'est passé en Tunisie. Oui, ce qui est assez exceptionnel parce que même pour même pour les précédents films de Sembène, souvent vu qu'il avait pu, pour d'autres films précédents, bénéficier du financement français, le financement était lié à la condition que la post-production se passe en France dans les laboratoires parisiens, alors que pour ce film-là,
Donc bon, il avait réussi à se passer de sources de financement français, il a réussi à faire la post-production et le montage à Tunis. Donc en fait, la monteuse était tunisienne, Karina Rabdia, qui a fait le montage du film. Donc pardon, ça a été juste pour... Disons que nous avons vécu vraiment comme si nous avions vécu en 1944. On était dans un camp, vous avez vu le décor, et tout a été construit, et on dormait même dans ces chambres parfois. On vivait ensemble. Et si je viens sur mon personnage, par exemple, c'est le seul dont on ne savait pas d'où il venait. Il y a tiraillé au Congo, tiraillé au Côte d'Ivoire, tiraillé au Niger, mais lui, personne ne savait d'où il venait. Traumatisme, où lui avait-on coupé la langue dans la torture, tout ça a été possible, mais Semben me faisait travailler, nous travaillions ensemble un peu à la méthode russe, il a été formé en Russie comme cinéaste, et puis la méthode de jeu, de travail d'acteur de Stanislavski ou l'acteur studio aux États-Unis, ils avaient quelque chose qu'il fallait aller au-delà du texte. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte pour payer en plus. Oui, il n'y a pas de texte et il y avait du texte. Parce que il venait me voir souvent et on se disait, bon, demain il y a telle séquence, on va t'oublier. Tu n'es pas sur les fiches de tournage. Ah bah oui, parce qu'on dit il y a tel pays, et toi tu es dans la foule. Mais il faut que tu existes, il faut que tu vives là-dedans. C'était ça, c'était une sorte de challenge. Mais là-dessus, où je voulais en venir, il faut que tu saches qu'il y a deux choses qui doivent te faire vivre. Moi, je suis né dans les années fin 40, d'accord. Je fais partie donc même si je n'ai pas connu la guerre, les sons sont là quand même. Lili Marlene, par exemple, je l'entendais dans ma petite ville de natale en Côte d'Ivoire. J'entendais ça sur les phonos, ni je ne comprenais la langue, ni rien, mais c'est des mélodies que j'entendais. Et Semben m'a donné une cassette audio avec Lili Marlene interprétée dans plusieurs langues. Il dit, tu auras qu'à écouter ça tous les soirs. Et est-ce que c'est ma mémoire qui me revenait vivre une guerre que je n'ai jamais vécue? Et puis ce casque, qui me dit, c'est tout ce qu'il a pu garder. C'est une partie de lui qui reste, c'est un peu sa boule de sauvetage. Il vit avec ça. Je dormais avec ce casque dans mon lit. C'était contre moi tout le temps. Et puis bon, il faut que tu saches que voilà ce qui s'est passé. Ils sont revenus. Ils ont connu ce massacre. Ou vous allez connaître ce massacre. Nous avons vécu dans une ambiance, comme on dit, mais vraiment très fraternelle. Tous les comédiens. Il y avait comme si on revivait quelque chose. Et quelqu'un a dit à un moment donné, nous, un. Nous tous, un. Je me suis permis de le dire l'autre jour après une représentation où c'était. Projection à Bordeaux. À Bordeaux. Je me suis dit, mais avec le recul et à un moment donné, puisque je parlais beaucoup avec Semben, l'unité africaine dont on parle tout le temps en ce moment, panafricanisme, chacun dit je suis le père du panafricanisme, c'est faux. C'était là que ça avait commencé. Ils avaient vécu la guerre, ils avaient été dans les tranchées avec des Français, donc ils avaient un autre rapport à l'humanité qui était plus des colonisés simplement, c'était des hommes tout court, et puis cette notion d'avoir pris conscience d'eux-mêmes était comme si l'unité africaine démarrait. Pour nous, moi aujourd'hui je peux le dire, cette époque-là, ça devait avoir été, c'est là l'embryon. Mais leur massacre a retardé nos indépendances. Parce que chacun de ces individus rentrant dans leur pays respectif n'était plus ceux qui avaient considéré que l'homme blanc était une race, était une autre race, était
une race supérieure ou des génies. Invincible. Ah oui, en principe, elle se dit, ben, c'était des hommes, ils avaient vécu. Donc, chacun allait être contagieux autour de lui pour parler du blanc. Moi, c'est vrai qu'on en avait peur d'eux. Mais là, ceux-là, non. À partir de ce moment-là, mais ça, c'est une interprétation que chacun d'entre nous a eue. Et qu'aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, aujourd'hui, on entend partout en Afrique, oui, panafricanisme, je suis le père du panafricanisme. Tout ça, ça mène ici. Ça, c'est vrai qu'effectivement, il y avait quelque chose de fort qui démarrait. Alors là, j'aimerais que vous posiez d'autres questions. J'ai pris la parole. C'est difficile de revoir cette histoire. Et à chaque fois, c'est comme si on y a vraiment vécu, alors que nous, on a fait la construction de la fiction, la reconstruction historique. Mais comme je vous l'ai dit, l'Africain que je suis, qui est né quand même sous la pression coloniale, fin des années de fin 40, et puis vu l'évolution de tout ce qui se passe encore aujourd'hui sur cette terre, je revis différemment. Je suis, voilà pourquoi quand je suis en face de vous, je suis très heureux d'avoir revu, je le reverrai 200 fois, je ne m'ennuierai pas parce qu'effectivement, à chaque fois que vous voyez ce film, vous découvrez autre chose. Ça, c'est tout à l'honneur de Sembène Ousmane et de Fatih Tiernosso. Oui, parce qu'il y a tellement de niveaux et en fait, il y a tellement de couches d'histoire dans ce film. Et comme vous le disiez, donc il y a déjà une interprétation de la Deuxième Guerre mondiale comme un tournant critique fondamental dans la prise de conscience des Africains colonisés qui ont combattu en Europe et donc qui se sont rendus compte pour la première fois qu'en fait, oui, les colonisateurs, ils n'étaient pas invincibles et que finalement, comme le dit l'un des personnages dans le film, cadavre blanc, cadavre noir, kiff kiff. Après, il y a en fait, le film aussi montre la continuité entre la France vichiste et la France, disons, des forces françaises libres. Disons, le camp devient un espace de prise de conscience et on pourrait dire que, vous soulignez très justement l'aspect de la langue, le camp devient comme une sorte d'un horizon, un horizon panafricain en gestation, où cette langue, et je trouve ça très intéressant, bon, Sembène a toujours porté beaucoup d'attention à la question de la langue dans ses films, et là il utilise ce français tirailleur qui était souvent utilisé pour mépriser les Africains, donc en soulignant la connotation. Et Sembène arrive à retourner cette connotation raciste qui était souvent attachée à ce français tirailleur pour en faire une langue panafricaine. Donc en fait, un français approprié par les Africains avec différents accents et qui leur permet d'échanger et donc de devenir un sujet collectif, ce que je trouve très fort dans le film. Et comme vous dites, en fait, ça fait partie aussi de votre expérience sur le tournage, c'est qu'il n'y a pas un héros, il n'y a pas un personnage. En fait, c'est un personnage, c'est un film véritablement collectif. Et aussi, ce que je trouve aussi très puissant, c'est le symbole du casque. Et déjà, le fait que Sembène vous l'ait donné comme élément à partir duquel construire votre personnage, et puis la manière dont on peut interpréter l'attachement de pays à ce casque. Et on dirait que c'est la dernière chose qui lui reste, qui le rattache à celui qu'il était avant, en fait, à son passé. Et puis aussi, ce que je trouve assez fort, c'est que alors que donc il y a cette réflexion sur la langue, sur la prise de conscience, mais finalement la conscience la plus lucide dans le film est celle de pays, et donc c'est encore une conscience muette et qui ne peut pas encore s'exprimer et qui est silenciée, comme l'a été aussi l'histoire du massacre de Terreur.
Et juste pour revenir sur l'histoire du tournage, il y avait un détail que vous m'aviez raconté et que j'aimerais que vous racontiez aussi au public. C'est que, bon, à l'époque, donc on est en 88, donc c'était bien avant le jour d'aujourd'hui où on parle, en fait, le premier à avoir reconnu comment dire, ce qui s'était passé à Terre, même s'il n'avait pas encore utilisé le terme de massacre, ça avait été le président François Hollande. Là, Macron a utilisé le terme massacre, mais en 88, on était encore loin de ça. Et donc, pour les Français, c'était... bon, on a vu aussi que le film n'est pas sorti en France pendant 10 ans, mais les Français avaient aussi essayé d'empêcher le tournage, c'est ça? Oui, il y a eu un certain nombre de choses, parce que effectivement, l'histoire, quand elle s'est passée, ça a été silence total. Et même quand Vous c'est... voulez dire en 44? Ah oui, en Ouais. 44 déjà. Donc après Saint-Ben, quand on finit le film, bon, Saint-Ben, au moment où il devait construire, il cherchait, il était à la recherche. Un jour, il m'a invité à Ouagadougou, au FESPACO, et pour aller voir un général, le général Babassi, qui était général sous Thomas, enfin, il était Thomas très Sankara. âgé, Thomas Sankara. On est allé le voir chez lui. Il a été celui qui a été chargé de surveiller le camp après le massacre, pour ne pas que ça filtre ce qui venait de se passer. Il fallait qu'on dise que bon, ben, il y a eu peut-être 15 morts, mais 15 morts avec des chars qui rentrent la nuit et qui bombardent pendant 2 heures ou 3 heures, c'est pas, c'est 2 heures du matin à 5 heures, donc 3 heures, c'est pas de bombardement. Et il y avait très peu de morts. Bon, ça, Saint-Ben voulait percer et nous avons été voir ce général. Il a dit que quand il a été chargé de surveiller le camp, même quand il allait faire pipi, il était surveillé lui aussi. Il ne fallait pas que ça sorte du tout. Moi, je n'ai jamais entendu parler du camp de Charoy, de cette histoire. Il n'y avait que des métaphores dans les chansons très poétiques. Un soldat qui est parti, qui n'est jamais revenu chez lui. Mais jamais il était interdit de parler du camp Charoy. Donc, le tournage nous a permis, enfin, les recherches de Saint-Ben ont permis d'apprendre énormément de choses que quand on tournait, déjà, on est en 80, combien, 85 par là, 82, autour de 85. Des gens parlent de 58, 88, c'est faux, puisque moi j'ai tourné mon premier long métrage en 87, après le camp de Charoy. Donc, Oui, 88, c'est la sortie du film. voilà, c'est la sortie du film. Eh bien, qu'est-ce qui se passait durant déjà le tournage? Chose curieuse, ce décor que vous voyez est un camp qu'on a reconstitué à côté du vrai Charoy. Les hélicoptères français venaient tourner au-dessus du camp. Il y a des jours, ça, on ne peut pas tourner. Il y a des techniciens ici, là, savaient que c'était difficile de tourner, de bruit. Donc, on passait des journées à ne pas pouvoir tourner parce que c'était volontairement fait par la France de ce moment-là qu'on ne tourne pas ce film. Que cette histoire ne soit pas sue du tout. On est en 82, je dis 86, 86 déjà encore. Combien d'années après nos indépendances en Afrique déjà? Mais ça continuait, silence total. Et une chose que je voulais quand même dire, qui m'a frappé tout à l'heure, vous avez vu, il y avait le capitaine qui les a accompagnés. Il y a cette race de Français aussi qui existe encore aujourd'hui. Je suis aussi français. C'est-à-dire que oui, mais qui était d'une justice, d'une humanité réelle, et que, lui, il était isolé dans ce camp par ses compatriotes. Il ne pouvait pas voir différemment. Il ne pouvait pas voir ce qui se passait à ce moment-là, ou bien le regard d'une certaine France sur les Africains à ce moment-là. Ce n'était pas son cas.
Et pareil, l'histoire dit que quand il est rentré en France, après, avec les soldats, il aurait été tué, d'après ce que nous a dit Saint-Ben. Ça veut dire que tous ceux qui n'allaient pas dans ce sens-là, qui auraient été dénoncés, que quand il a dit à un moment donné, quelqu'un qui ne tient pas sa parole ne mérite pas de porter l'uniforme de l'armée française. Cette France, elle existe. Elle existe et Dieu merci, elle en aime beaucoup encore. Et puis, qu'on nous empêche de tourner, c'est une chose, mais le film fini, il est présenté à Venise, prix spécial du jury. Et ce jour-là, le journal qui est notre référence, nous si on peut dire des gens qui disent, bon ben non, on n'est pas dans ce qui n'est pas juste, cette France dont je fais partie, je me dis, et notre référence c'était le journal de Liberté et de Libéré. Libération. Et Libération titre, Saint-Ben Ousmane est entré par la grande porte au cinéma, il ressort par la petite porte. Cette année, le lion n'a pas rugi à Venise, il a miaulé. À bon entendeur, salut. Donc, pas de distributeur, personne ne veut ce film en France, ni gauche ni droite, personne. Oui, certains ont dit, mais comment on va faire pour sortir ce film en France? Il y a ce journaliste français, ce cinéaste français, qui a le cinéma des cinéastes, son nom m'échappe. Mais c'était Medondo qui avait organisé la rétrospective au cinéma des cinéastes en 1998. Absolument. Et à ce moment-là, ils ont subtilement glissé ce film dans la rétrospective. Ouais. Voilà, des films de Saint-Ben Ousmane. Mais combien de gens ont pu voir? Personne. Je crois qu'il y a eu deux projections, j'ai souvenir de ça. Mais il est sorti partout. En Belgique, il a été primé, aux États-Unis, je suis allé au Japon. Partout, j'ai accompagné ce film, sauf en France. On vient de voir seulement ce film en France officiellement au dernier festival de Cannes. Nous étions 2 survivants de cette aventure. Un qui est un très grand cinéaste que vous connaissez désormais, qui s'appelle Touré, Moussa Touré, qui a fait La Pirogue et puis d'autres films. Il était machinot sur le film à l'époque. Il y avait lui, et puis moi, comédien, on était dans la salle, pleine à craquer. Et quand le film, donc ça faisait 36 ans que le film n'avait pas été vu en France, officiellement. C'était le Cannes classique. On ne nous a même pas invités de monter sur la scène, nous, tous les deux. Non. Et ils ont fait venir, ça discutait, il y avait Gabonais, il y avait d'autres gens qu'ils avaient choisis, qui étaient là. Et nous, on était dans la salle tous les deux. On ne nous a pas demandé. On n'a pas même eu du mal à rentrer dans la salle. Hein. Et lui, il a fait du scandale comme les artistes sont capables de faire, pour qu'on nous laisse, on nous a fait rentrer. Bon, mais il a fait un peu de scandale, on est rentré. Mais après, il a fallu que je prenne mon micro pour dire, oh, attendez là, j'ai quelque chose à vous dire, au public qui était en train de sortir. Et j'ai commencé à faire du théâtre, à parler fort, pour que les gens s'arrêtent, pour maintenant écouter notre version à nous qui avions participé à la construction de ce film. Ça, c'est une chose. Une amie journaliste de RFI m'a dit, mais c'est scandaleux. Aucun journaliste d'aujourd'hui n'a tendu son micro pour nous interviewer. Il n'y en a pas eu. Et rien. Il y avait pourtant des journalistes dans la salle. C'est comme si les gens avaient toujours peur de ça. Et les gens qui étaient dans la salle, c'était des quarantaines. Hein. Ils avaient 40 ans, c'était des jeunes. Ils n'avaient rien à voir. 36 ans d'interdiction d'un film. Et c'est maintenant, voilà, aujourd'hui on est ici et on est en train de présenter ce film. Je crois qu'il y a d'autres qui commencent. Et pour les 80 ans du massacre au Sénégal, il y a eu beaucoup de
vague cette fois. Et j'ai eu vraiment 2 journalistes, des filles d'ailleurs. Comme toujours, les femmes sont plus justes que les hommes. Ah oui, mais elles vont très loin pour voir. Quand elles savent qu'il y a l'injustice, elles vont. J'ai eu des interviews, des questions très pertinentes. Et c'est, à part ça, ma présence ici aujourd'hui avec vous, c'est que chacun d'entre vous représente pour moi 1000 personnes. Chacun d'entre vous. Et je me dis, je suis convaincu de ça. Vous allez en parler à quelqu'un d'autre. Et ce film est en train de revivre, de renaître aujourd'hui. Oui, et oui, il va renaître. Pas, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher définitivement. Il y a une femme qui s'appelle Armelle Mabon, l'historienne. L'historienne. Et ça, là, c'est une Amazone. Et elle n'arrête pas. Depuis combien d'années elle se bat pour que la vérité surgisse. Et c'est grâce à elle que le président François Hollande est passé et a décidé que maintenant, au lieu que ce soit ce terrain vague, c'était un terrain vague, hein, l'endroit là. Il n'y avait pas de cimetière. En fait, quand vous avez tourné le film, là, donc il y a des fosses communes, mais il n'y avait aucun signe, il n'y avait pas encore de cimetière, il n'y avait rien quand vous avez tourné le film. Non, c'était un dépotoir. Il y avait un dépotoir avec une espèce de porte qui ne tient pas, et puis des vendeurs d'oranges, de choses devant, de cigarettes. Et je me suis dit, pourquoi? Parce que j'ai un côté par rapport, peut-être à mon côté aussi, que je ne vais jamais abandonner, qui est ce côté mystique. Si j'incarne un personnage qui a existé, je demande à son esprit de m'aider, de m'autoriser à l'incarner, et puis qu'il soit à mes côtés. Souvent, je le fais. Je l'ai fait avec Toussaint Louverture, je l'ai fait avec Albouri Ndiaye, le résistant, tous ceux qui ont existé. Pas les films d'action, non, mais là, je me demande. Ici, je dis, bon, ce n'est pas possible que pays imaginaire ne me donne pas l'autorisation. Samuel me dit, oui, mais pays, c'est tous ceux qui sont couchés là. Oui, c'est un symbole. Voilà, c'est un symbole, et puis c'est l'Afrique muette qui ne parle pas, qui entend, qui voit, mais qui ne parle pas. Il n'a pas encore la parole, cette Afrique. Je crois, peut-être que je la verrai. Hein, je suis en train d'aller vers mes 80 ans, mais peut-être que je la verrai. Et Samuel me dit ça. Donc, à chaque fois qu'on partait tard, qu'on quittait là pour aller à Dakar, arriver devant cette espèce, soi-disant que c'était le symbole, c'était la fosse commune, je disais d'arrêter le camion, le car, et je rentrais dans cet endroit, j'allais me concentrer et demander l'autorisation à ce pays, pour ce personnage pays, donne-moi l'autorisation de t'incarner. Je ne sais pas qui est pays parmi vous tous ici, je suis là. Je vous prie, je vais me permettre de vous incarner, mais aidez-moi, inspirez-moi, soyez toujours avec moi pour qu'on réussisse ce personnage. Ce n'est pas mon travail, moi, ça. Ce n'est pas moi qui l'ai réussi. Ce n'est pas le bon savoir-faire. Je suis certain, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont encore là. Je suis certain que si dans ma culture africaine, on sait que ceux qui sont partis ne sont jamais partis, et que bon, ben oui, tu n'as pas le droit. Ça, c'est pas au conservatoire français, c'est pas la méthode de Kostowski, c'est pas les méthodes qui m'ont donné ça. Ça, c'est mon petit côté, mon africanité pour incarner un personnage qui a vécu. Donc, tout le monde savait, sans même donner l'autorisation, le car s'arrêtait, je rentrais dans cette... J'allais prier, et puis j'étais là, concentré tous les jours. J'avais mon casque, il ne fallait pas y toucher. Vécu ça, et qu'il a fallu que le président François Hollande vienne, et que à ce moment-là, on mette des croix, tu vois, symboliquement maintenant. Bon, le nombre n'est pas encore trouvé parce que la grande sœur
Mais bon, elle n'a pas lâché. Hein. Elle est arrivée maintenant à des centaines déjà, à force de recherche et des dossiers qu'elle a pu ouvrir, des dossiers militaires. Elle en est arrivée, on n'est plus à 15 Oui, heures. parce qu'après, donc, le chiffre officiel, on avait dit, donc, depuis les archives coloniales, étaient 35 morts. Mais donc, probablement, il n'y aura jamais de chiffre officiel attesté, surtout parce que dans les sources coloniales, il n'y a pas. Bon, déjà, il y a plusieurs versions, et puis il y a toujours le problème de la vérité, de la partie occultée qu'on ne retrouve pas dans les archives. Donc il y a des estimations qui parlent effectivement de centaines plutôt que de dizaines de victimes. Mais en fait, ce que je trouve très fort dans ce que vous dites, c'est que je pense que la puissance de ce film est justement dans le fait qu'il part d'une histoire d'un passé occulté et arrive à redonner vie. Et donc, d'une certaine façon, laisser se passer dans l'oubli, ce serait comme tuer ces tirailleurs une deuxième fois. Et ce que Sandel arrive à faire, c'est qu'il part de cette histoire pour en fait créer un héritage de résistance. Parce que l'objet du film, c'est la prise de conscience, c'est la résistance des tirailleurs. Et donc, dans cet acte de transmission, il arrive à faire du passé quelque chose pour le présent et pour l'avenir, donc au-delà de la mort. Et on pourrait dire aussi que, en fait, c'est aussi notre devoir aujourd'hui d'essayer de faire revivre ce film aussi, que comme vous le disiez, a été oublié pendant des décennies. Et donc, voilà, c'est aussi une question de le faire revivre, de l'enclure dans l'histoire du cinéma africain. Et d'ailleurs, ce que vous venez de raconter à propos de la projection à Cannes, c'est assez intéressant de réfléchir aussi aux vies des films et aux dynamiques qui sous-tendent un peu les processus de patrimonialisation. C'est-à-dire pourquoi à un moment on décide de redonner une deuxième fois à un film et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, donc, je dirais que c'est un film qui illustre de manière très puissante les liens complexes entre cinéma et histoire à plusieurs niveaux. Donc, merci beaucoup.